c'est Omar, comment ça va? Alhamdoulilah, merci pour ton invitation aussi, Yacine. Mrahba. Alors, aujourd'hui est un jour particulier, nous allons aborder plusieurs thématiques, parmi elles de la clarté ou de l'étiquette à la clarté, comment reprendre la main sur son parcours personnel et professionnel. Omar Alaoui est le directeur artistique de la Startup Station et aussi le fondateur de La Story Production. Comment te sens-tu là, tout de suite, à cet instant, si Omar? Alors, tout d'abord, je me sens très heureux d'être là, en ta compagnie, si Yacine. Et si je devais donc, exprimer ce que je ressens là tout de suite, je pourrais dire que je suis posé, aligné, et exactement là où j'aurais aimé être auparavant. Donc, aujourd'hui, c'est pas pour raconter une histoire personnelle qu'on est là, mais c'est surtout pour revenir et avoir un recul sur mon parcours, sur mon vécu, et bien évidemment véhiculer des messages forts. Et si je peux éventuellement toucher une poignée de personnes, ça serait exceptionnel. Excellent. Alors, je retiens bien ici que tu dis il y a une différence entre occuper sa place et prendre sa place. On pourra y revenir plus tard. Et ce qui m'intéresse au-delà de ton histoire aussi, c'est la lecture qu'on peut avoir, les enseignements et surtout le fonctionnement humain derrière qui nous permet de reprendre la main sur le parcours humain. Effectivement, donc Yacine, tu touches un point très important. Quand on parle de parcours, il y a des étapes, il y a une chronologie et il y a toujours un retour à l'enfance. Et quand on parle d'étiquette, donc effectivement, c'est un mot qui est fort, mais qui représente beaucoup de choses. Et beaucoup de téléspectateurs pourront se voir et se projeter dans ce discours-là. Je m'explique. Alors, quand on parle d'étiquette très jeune, le Omar qui est devant toi était un jeune agité, euh, qui faisait beaucoup de bêtises. Un rebelle? Un rebelle peut-être, mais euh, une intelligence peut-être non exprimée à un jeune âge et non écoutée. Donc je pense que c'est de là on va commencer cette étiquette qui est très simple, qui se résume en un mot, en une phrase que je n'oublierai jamais et que je ne suis pas prêt d'oublier, qui est tu ne feras rien dans ta vie. Non, 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 non. Ouais, c'est souvent une croyance qui se développe à un âge très tôt pendant l'enfance. Tu te rappelles, plusieurs fois on a abordé le sujet par rapport à la construction de l'inconscient, comme quoi l'inconscient se construit plutôt entre 0 et 7 ans. Et bizarrement, les croyances qu'on a développées pendant cet âge-là, ben elles nous accompagnent pendant toute notre vie. Ça peut être des casseroles qu'on traîne derrière nous, ou peut-être aussi une fleur ou un arbre d'atout, de croyances, grâce aux parents. C'est pour cela que l'importance vraiment est autour des parents. Et je voudrais pas mettre beaucoup plus de pression sur les parents, moi-même étant parent et mon environnement, je connais pas mal de parents, mais il y a une délicatesse à vraiment maîtriser entre la charge mentale, la pression que subit un employé avec tous les tracas qu'il envoie, et venir le soir et aussi éduquer. On doit vraiment bien surveiller chaque mot, chaque phrase qu'on prononce à la maison parce que ça déteint sur la personnalité de nos enfants. Je suis complètement d'accord avec toi et d'ailleurs c'est le message que je fais passer et dont je suis très fier aujourd'hui pendant mes conférences et lors des interventions que j'ai au niveau des corporates, c'est de parler des parents, c'est d'avoir une reconnaissance envers eux, d'accord. Chaque parent a fait de son mieux et pour pouvoir éventuellement, éventuellement donner cette chance-là à son enfant de grandir et de prospérer vers un avenir qui je suis sûr et certain, est le meilleur possible. On dit toujours qu'un papa est la seule personne qui veut te voir réussir plus que lui. Ouais. Et juste cette phrase veut dire beaucoup de choses. Parce que comme on le sait, la vie, elle est difficile, elle est délicate. Et c'est un combat qui est perpétuel. Et si tu as quelqu'un qui veut que tu réussisses plus que lui, ben, il faut prendre soin de lui. Et il faut lui dire, et il faut surtout lui faire ressentir cet amour-là. Et je dis un message ouvert, à cœur ouvert, à toutes les personnes qui ont toujours leur papa, leur maman, et peut-être aussi leur petite famille, en n'oublions pas les frères et les sœurs, de leur dire et de leur exprimer cet amour.
tant que c'est toujours possible. Parce que le temps passe très vite et peut-être qu'on n'a pas tous la chance d'avoir ce réflexe euh, très rapidement. Tout à fait, je te rejoins. Je te rejoins. Ce que je retiens de tes paroles ici, c'est que s'il y a un mot, ça serait reconnaissance. Reconnaissance envers nos parents, parce que de toute façon, n'oublions jamais le fait qu'ils n'ont fait que de leur mieux avec ce qu'ils avaient eux-mêmes. Et ce qui s'appliquait à eux s'appliquera aussi à nous en tant que parents et aussi à nos enfants une fois que viendra leur tour pour éduquer notre Effectivement, ouais, descendance. Yacine, on pourrait se mettre à la place de n'importe quel salarié dans n'importe quelle boîte. Il vit toujours avec cet enfant intérieur. D'où l'importance des messages qu'on vient de passer, qui sont très importants de faire véhiculer cet amour-là. Et ne pas forcément juger ses parents, parce que je suis sûr et certain, comme tu le sais, je le sais, qu'ils ont fait le maximum pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors, c'est drôle parce que cette lecture-là que tu es en train d'apporter, et je t'en remercie, c'est ce qui est appliqué un petit peu en analyse transactionnelle. À un moment, à un moment dans la société, dans ton évolution, viendra la posture que tu prendras aussi avec les employés, et ta posture viendra aussi en tant que parent, soit parent bienveillant, soit parent critique, dépendamment du management que tu es en train de développer inconsciemment, je précise bien. Donc, peut-être qu'il est intéressant aussi de d'éclaircir, de mettre le projecteur sur le conditionnement qu'on a. Et peut-être que tu as quelque chose à rajouter sur le conditionnement. Ah, bien sûr, bien sûr. Alors, repartant à l'enfance et à ce Oui. message-là qui a été très compliqué pour moi à comprendre déjà et surtout à assimiler et qui a des conséquences qui ont suivi. Donc, et j'aimerais bien qu'on puisse se projeter aussi vis-à-vis d'autres personnes qui nous écoutent. Donc, écouter un enfant quand il écoute qu'il ne fera rien, il est conditionné à ne rien faire. Ce n'est Effectivement. pas, ce n'est pas juste imaginaire, c'est une réalité que j'ai vécue moi-même. Ça m'a pris un certain nombre d'années euh, et pour comprendre que ce message m'avait atteint et m'avait tout simplement transformé en cette personne-là qui ne ferait rien. Et d'où le déclic. Alors ça demande un travail profond et de longue haleine pour vraiment aller explorer et trouver l'origine du mal-être. Parce que souvent, ce genre de croyances, elles sont traînées avec nous de façon inconsciente et on s'en rend même pas compte. Mais ça vient comme une voix intérieure en filigrane qui te dit, de toute façon, tu ne feras jamais rien. De toute façon, tu n'es pas à la hauteur. Et, et je ne sais pas, à toi de nous partager ta façon avec laquelle tu t'en es sorti. Et là, visiblement, tu t'en es complètement sorti. Mais vraiment, le mécanisme intérieur pour repérer cette croyance et la désinstaller. Comment ça se passe pour toi? Quelle est ton approche? Alors, tout simplement, je te dirais que lorsqu'un enfant est perdu dans ses pensées, c'est qu'il n'a pas de trajectoire, il ne sait pas où il va. D'où le fameux proverbe il n'y a pas de vent favorable pour un bateau qui ne connaît pas son port. Mm. Et ce proverbe-là veut tout dire. Si on ne sait pas où on va ou ce qu'on veut, on est perdu. Et si on est perdu, il va falloir faire soit un effort personnel, soit être aidé. Et d'où, bien évidemment, euh, une approche qui est l'approche scientifique de psychanalyse et de psychologue et de psychiatre. Il y a une grande différence entre les trois. Donc moi, je pense qu'un suivi psychologique est nécessaire pour un enfant qui est perdu. Clairement, je suis tout à fait d'accord et je pense qu'on devrait vraiment l'implémenter dans les éducations modernes aujourd'hui de façon à avoir un suivi psychologique très près. Et aujourd'hui, il y a des écoles qui commencent à prendre le pas dessus et offrent aux élèves un accompagnement très, très près. Exactement. Alors, juste pour clarifier ce point et mettre peut-être un définitif sur ce premier sujet, si Yacine, je pense que aujourd'hui on pourrait aussi inculquer ce genre de compréhension et de valeur aux parents et leur expliquer que ces messages sont très importants pour la jeunesse des enfants. Et au lieu de réprimander ou de corriger ou d'attendre des excellences sur la partie scolaire ou sur la partie ou autre, je pense qu'on pourrait déjà commencer par de la bienveillance et surtout un encouragement à l'état jeune, très jeune, et peut-être un message à dire
nos futurs parents, aux parents actuels, dites à vos enfants qu'ils sont les meilleurs et qu'ils réussiront. Et je suis sûr et certain que ça aura un impact positif sur ces enfants-là. Alors, là, on approche à la phase, généralement, de divergence. Avec tous les invités que je ramène, et tu en fais partie, il y a un point de bascule où on va avoir certainement une divergence. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas complètement d'accord, mais ça vient compléter l'image globale. Il y a des personnes qui seront d'accord avec toi, il y en a qui seront d'accord avec moi, et al-ikhtilaf, la yanqusu fil mahabbati shay'. Alors, ce que tu dis est vrai en très grande partie. Mais attention, moi j'aime bien vraiment aller voir les extrêmes et analyser les caricatures. Si on prend une personne, si on prend un cas de figure de parents très bienveillants, qui va vraiment dresser le très beau tableau à son fils, mon fils tu es le meilleur, quelque part, quelque part, ça ne le prépare pas pour l'après. Parce que tu sais très bien que la vie est difficile, on vit dans une jungle sociale où l'adaptabilité est le plus grand atout qu'on peut développer. Donc lorsque on dresse un inconscient où tout va être facile, tu as déjà les compétences, tu peux y arriver sans fournir la difficulté, sans développer cette persévérance, cette résilience, bah, automatiquement, il y a un mur auquel ils vont se confronter rapidement dès la phase de rentrer dans le marché du travail. Tandis que de l'autre côté, si on prend une personne qui était, on le rappelle, l'intention de départ était bienveillante, quelqu'un qui critique énormément ses enfants, qu'est-ce qui se passe derrière? Tu as dit, l'intention vient de un père voudrait voir son fils réussir mieux que lui, certes. Mais à vouloir trop qu'il réussisse mieux que lui, il va le bombarder de critiques. Wouldi, il faut pas faire ça, il faut pas faire ci, comme ci. Et quelque part, qu'est-ce que ça développe? Des études scientifiques ont révélé aujourd'hui que si un parent bombarde son enfant de critiques, automatiquement il est en train de dégrader l'image, de l'estime de lui-même qu'il est en train de construire. Et c'est ce qu'on appelle le micromanagement quelque part aussi en entreprise. Exactement. Et Yacine, je te rejoins sur un point qui est fondamental. N'allons pas vers les extrêmes. Quand je parle de bienveillance, à ce degré d'âge bien précis, c'est très important. Parce que euh, le cerveau humain, comme tu le sais, comme l'a démontré les, donc les fameuses statistiques, euh, ce qu'on nous dit de 3 ans à 7 ans, à 10 ans, reste gravé. Gravé, et je reviens au mot étiquette. Parce quand on parle d'étiquette, c'est un poids que l'enfant ressent, c'est un regard que l'enfant ressent pendant toutes ces années. Alors, quand je parle de bienveillance, je pense que le bon moment pour éventuellement stimuler son enfant à une réussite ou à une estime de soi serait un moment où il est jeune. Et je suis sûr et certain, si Yacine, tu le sais très bien, que la vie va bien lui apprendre les choses. Alors Oui. qu'il soit préparé de la bonne manière, je pense que c'est un atout. Maintenant, bien évidemment, faut rester dans les standards et dans l'éducation, éventuellement. Et moi, je ne suis pas dans les extrêmes, je suis vraiment dans le milieu. Euh, Maintenant, on ne peut pas changer le cours des choses et de la vie, mais peut-être, je pense que comme tu as parlé des écoles, d'accord, qui peuvent éventuellement faire en sorte d'inculquer ces valeurs-là aux enfants et aussi aux parents. C'est important. C'est un travail qui se fait dans les deux sens. Alors, tu viens de prononcer une phrase qu'on ne peut pas changer le cours des choses. Et pourtant, en te regardant, on voit très bien que tu as réussi à changer le cours des choses. Exactement, exactement. Alors, Donc, moi, ce que j'invite généralement à faire dans mes ateliers, et c'est vraiment très drôle et très appréciable de noter que ce travail-là, tu l'as fait de par toi-même. Certes, tu as très bien commencé très tôt le travail sur toi-même, mais se réapproprier son histoire. exactement. Aller juste de façon neutre et dissociée, aller ouvrir le livre de son histoire. Je t'ai dit que la plus belle thérapie que je me suis offerte, c'était l'écriture de mon livre. Et une fois, plusieurs personnes très proches de mon environnement me disent Yacine, on sent qu'il y a quelque chose qui a changé en toi. Ben, c'est juste mettre sur le papier ces plus profondes croyances, ces plus profondes pensées, celles qu'on n'ose pas vraiment dire à tout le monde, celles qu'on porte avec nous, et juste les mettre sur papier, ça déclenche quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai développé une nouvelle formation sur
l'école de du storytelling bienveillant. Et là, il y a une résonance entre nous parce que le storytelling est un atout qu'on a tous les deux en commun. Ce que je veux dire par là, c'est que j'invite toute personne qui veut trouver la paix à juste ouvrir un bloc-notes, aller explorer son histoire, voir les jalons principaux de cette histoire-là, aller explorer en profondeur juste avec toi-même. Si tu n'as pas un accompagnant, aller explorer et dire comment tu te sens. Traduire ça par les émotions que tu as vécues à ce moment-là. Des fois, c'est pas facile parce qu'on peut avoir vécu des traumas très très profonds à des étapes et là, on a besoin d'un accompagnement et ça doit se faire vraiment peut-être de façon recommandée à travers l'hypnose, de façon à créer encore plus de dissociation et voir la scène sans la vivre. Je Exactement. surligne vraiment la Exactement. chose. Alors, je ressens parfaitement et tellement ce que tu dis, parce que se livrer à soi-même, moi j'appelle ça comme ça, c'est cette écriture et pouvoir éventuellement avoir la chance de d'écrire son premier livre ou son livre autobiographique. Je pense que c'est un travail de longue haleine qui n'est pas facile parce que déjà on se livre à nous-mêmes comme j'ai dit et On c'est se un met à nu, on se met à nu on se met à complètement. nu exactement et le plus important c'est que lorsqu'on commence cet exercice-là, on commence à se découvrir et c'est à ce moment-là qu'on peut aider les autres. Exactement. Parce que, comme je le dis toujours, tout le monde a une histoire. Mais qu'est-ce qui distingue ton histoire de quelqu'un d'autre? C'est le biais ou le filtre de l'utilité. Moi, je viens vous raconter une histoire et peut-être que quelques éléments de mon histoire vont être aussi utiles à vous. Si ça résonne avec Exactement. vous, prenez-le. Sinon, mettez-le de côté et tracez votre chemin. Exactement, c'est le concept et le but du storytelling, qui est le métier, le deuxième métier le plus vieux au monde. On n'en parlera pas du premier, c'est même pas notre sujet. Mais le storytelling est très important et je sais que euh, il y a peut-être il y a 5 ans, 6 ans, on n'en parlait pas. Et il y a 5 ans, 6 ans, c'est là où je me suis positionné sur le storytelling. Aujourd'hui, en entreprise, en corporate, on demande beaucoup, beaucoup ce genre de formation pour deux raisons. Alors, la première raison, c'est de pouvoir raconter l'histoire de l'entreprise et identifier ses consommateurs et ses clients. Et C'est très surtout ses important, valeurs, parce que ces c'est valeurs. pendant la lecture de l'histoire de l'entreprise qu'on va vraiment savoir où ont été testées ces valeurs. On sait très bien Exactement, qu'une valeur n'est incarnée que lorsqu'elle a été testée. exactement. Et la deuxième partie qui n'est pas des moindres, c'est qu'on permet à ces jeunes ou à ces cadres qui sont formés de pouvoir raconter leur propre histoire et de pouvoir prendre un recul sur eux-mêmes et surtout de développer un soft skills qui est très important aujourd'hui en société, en compagnie, c'est de pouvoir avoir une certaine aisance oratoire hein, pour pouvoir éventuellement euh, parler de storytelling, de raconter ces histoires d'entreprise et surtout de vendre, qui est le but final de ce métier-là et de cette expertise-là. Alors, moi, le storytelling, je l'utilise comment? Je l'utilise comme outil, j'ai pas envie d'utiliser le terme thérapeutique, mais même s'il remplit complètement cette fonction-là, lorsque tu te réappropries ton histoire, tu vas en profondeur visiter les jalons principaux et avoir cette nouvelle lecture te permet une réadaptation, te permet une réinterprétation de cela et tu te dis, mais en fait, moi, je l'imaginais vraiment que c'était waouh, alors que en fait, ça nous arrive. Regarde, quand tu étais jeune, tu courais peut-être dans la cour de ta grand-mère et tu imaginais l'espace très grand. Alors qu'aujourd'hui, avec ton regard d'adulte, tu vas aller visiter le même endroit, il va te sembler plus petit. Parce que tout nous semble si grand lorsqu'on est petit. Bah, c'est la même chose pour les difficultés et pour les traumas. Euh, je ramène ça à la lecture sur l'expertise que je suis en train de développer autour de la gestion des conflits et de la gestion de la pression. Tu sais très bien que toute chose que tu ne reconnais pas va t'enchaîner. Ce que tu avoues te libère et ce que tu dénies t'enchaîne. Donc, le fait d'aller explorer ton passé, trouver une meilleure relecture, fait baisser la pression. Et cette pression rajoute de la clarté. Et qui dit clarté, dit l'évitement de conflits. Et donc le sport arrive très tôt dans ta vie. On sait très bien que le sport véhicule beaucoup de valeurs comme la discipline, la rigueur, la reconnaissance. Quel est le rôle qu'a eu le sport dans ta vie à ce moment-là? Alors, en réponse à ta question, c'est un sujet
qui est très important pour moi à faire véhiculer aujourd'hui. Le sport est l'élément le plus important. Je dirais que le sport a sauvé ma vie. Machallah. Alors tout d'abord, je suis reconnaissant d'avoir eu l'opportunité, la chance d'être intégré dans un club magnifique qui se trouve à Casablanca, qui est le Cercle Amical Français de Casablanca, qui est le CAF, où j'ai passé toute mon enfance avec des personnes que j'ai rencontrées de différentes cultures et de différents mindsets. Et moi, mon sport préféré était le football. Et avec toute modestie, j'avais peut-être une chance d'être un professionnel dans le foot. Et c'est pour ça que je me suis donné à fond. Dès l'âge de 3 ans, 4 ans, jusqu'à l'âge de 17 ans, j'ai fait du foot professionnel avec du cœur et surtout orienté performance. Et donc, ça m'a réussi. Ça m'a fait du bien, corporellement parlant, humainement parlant. Et ça m'a aussi ouvert un chapitre qui s'appelle, ou là, un volet qui est la popularité. Hmm. Et donc, quand on est performant dans un sport qu'on aime, bah, certainement on a des fans, que ce soit des amis, ou que ce soit juste un public. Je me rappelle très bien, j'oublierai jamais l'un de mes buts que j'ai marqué. J'étais attaquant, by the way. Et je me rappelle de cette ovation du public que je ressens toujours, ces frissons là tout de suite quand je te parle. J'aimais le foot, j'aimais être dans ce cadre et j'ai donné tout ce que j'ai pu pour être professionnel. Bien sûr, la vie n'a pas choisi Omar en tant que footballeur professionnel, mais en tout cas, si j'ai un message à passer et que ce serait un message vraiment euh, très important aux parents aujourd'hui, croyez-moi, si vous avez la chance de pouvoir inscrire votre enfant, malgré lui, au début, il ne saura pas ce qu'il voudra faire exactement, hein, tous les sports se rejoignent, c'est se dépenser physiquement. Euh, Prenez cette décision avec votre enfant très jeune et inscrivez-le dans un sport où il pourra se dépenser. Parce que le sport apprend beaucoup de valeurs. Non pas que la performance, mais surtout quelque chose de très important, c'est la discipline. Tout ça pour dire en fait que le sport est un très bon moyen de régulation, mais il ne fait que déplacer la pression pour plus tard. Le mot-clé, et on y reviendra toujours, c'est la clarté. Une fois qu'on fait ce travail introspectif intérieur pour rajouter de la clarté, plus tard, on pourra mieux savoir mieux gérer la pression et éviter les conflits. Je te rejoins parfaitement. Le sport est important. Euh, et très important de continuer à faire du sport, à ne pas le faire juste un petit moment et s'arrêter. Bien évidemment, c'est très important de faire le lien entre le sport et la pression, parce que dans le sport, il y a beaucoup de pression. Et cette pression-là, comme tu l'as dit, Yacine, se retrouve des années plus tard, quand on est devant notre écran, dans un poste de travail, et on ressent de la pression. Et comment gérer cette pression, c'est là où, euh, c'est là où Où toute la tout magie. bascule. Voilà, Parce que là, justement, on est en train de exactement. rentrer dans le prochain sujet qui est le point de rupture, le moment où tout bascule. Il y a eu un moment dans ton évolution, après le sport, je pense bien, où tu as vécu un épisode qui a tout chamboulé, qui a tout fait passer de l'autre côté. C'était quoi? Effectivement, Yacine, on passe tous par des périodes difficiles, par des événements difficiles et des événements peut-être qui changent le cours de notre vie. Par rapport à mon cas, le premier événement, je dirais tragique, c'était un accident de la route euh, qui était très grave, très compliqué et mortel. Tu en as gardé des séquelles? J'en ai gardé des séquelles psychiques, Hmm. sans doute. Et alhamdoulilah, Alhamdulillah. aucune séquelle physique. Mais je pense que les deux se rapprochent parce que quand on a des séquelles qui sont psychiques, crois-moi, je sais que tu le sais, c'est des choses qu'on doit dépasser et peut-être éventuellement, encore une fois, se faire suivre par un professionnel pour pouvoir Tout à fait. dépasser un événement aussi grave. Euh, il y a eu une prise de conscience et une crise de conscience pendant cet accident. Il y a eu aussi la découverte de nouvelles choses
que je ne connaissais pas, Tu t'es aussi ouvert à un autre monde à un que tu autre ne monde. connaissais pas. Et ce monde qui n'a jamais existé auparavant dans mon cerveau. Mais à partir du moment où on vit une expérience de mort imminente, on découvre un certain nombre de choses et on veut à tout prix comprendre de quoi il s'agit et comment est-ce possible qu'il y ait un monde en parallèle avec le monde avec lequel on vit. Et en tout cas, par rapport à mon expérience, ça m'a pris et ça me rejoint aussi à, à une prise de conscience très importante. J'ai voulu comprendre cet événement, ce phénomène que je ressentais. Et ça m'a pris, et j'ai pris la décision, je dirais, de chercher pendant un long moment, 6 ans, 7 ans de lecture sur différents sujets pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Et alhamdoulilah, j'ai eu cette chance-là de comprendre ne serait-ce qu'un petit pourcentage ce phénomène. Et je m'en suis sorti grâce à la lecture. Et bien sûr, je profite de l'occasion pour inviter et surtout éclaircir la voix et la lumière des autres. Je pense que la lecture est un élément important et primordial pour pouvoir sortir de ce genre de situation. Alors, oui, oui, je reviendrai sur la lecture, mais en fait, quelque part, ce que tu es en train de dire, c'est que cette pression-là qui est montée jusqu'à son paroxysme, quelque part a déclenché une crise, peut-être une crise identitaire, émotionnelle, une crise existentielle, qui va vraiment t'inviter à sortir de ton histoire pour aller écouter, lire d'autres histoires, d'autres personnes qui ont vécu la même chose. Je parle aussi en connaissance de cause. J'ai aussi connu un point de bascule qui a déclenché un nouveau virage sur toute ma vie. Mais le rapprochement ici, il sert. Il sert à servir la cause de l'exploration de la métacognition pour essayer de se connaître plus et connaître plus son territoire intérieur, mieux connaître sa carte. La carte n'est pas le territoire. Mais à partir de là, quand tu as une meilleure connaissance de toi, tu peux savoir connaître plus ton curseur par rapport à la gestion de la pression et apprendre à te poser les bonnes questions pour ajouter plus de clarté et avancer sereinement. Ce que tu dis, Yacine, est très intéressant et très important. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une trajectoire que doivent prendre les corporates et les sociétés. Et s'intéresser beaucoup plus à la base, et plutôt s'intéresser beaucoup plus au fond qu'à la forme. Je m'explique. Euh, En entreprise, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs histoires, il y a plusieurs frustrations. Et le rôle d'un leader dans une entreprise, c'est de pouvoir créer cette cohésion sociale, on dirait, de travail, et par le biais de ce genre de formation que tu proposes, la gestion de conflits, parce que crois-moi, en entreprise, il y a des conflits, il y a des conflits qui sont dits, il y a des conflits qui sont Son non nom dits, dit merci. et la frustration peut provoquer une pression supplémentaire. La vie est déjà compliquée. Le travail est déjà compliqué. La pression existe partout. Donc, réduisons cette pression Merci. et juste vivons paisiblement. On se fait plaisir au travail. D'où la notion éventuellement de l'ikigai qui parle de se faire plaisir, de trouver ce qu'on aime et de pouvoir être payé, etc. Donc pour moi, si je devais résumer ce que tu dis, Yacine, la gestion de conflits, la gestion de pression en société, aujourd'hui quelque chose de primordial. Alors, à un moment, lorsque on continue l'exploration, qu'on se pose ces questions-là, qu'on a entamé le process de répondre à ces questions-là, et on s'est reconstruit. On est ressorti avec une nouvelle version de cet épisode, de cet épisode-là. Toi qui es un grand explorateur et qui a cette valeur curiosité en commun comme moi, quels sont les process que tu as appliqués pour toi-même? Quelle est la mise en action? Comment tu as pu appliquer tout ça dans ta vie pour te réadapter? Alors, bah, la réponse, elle est très, très simple, Yacine. Quand on se sent frustré et sous pression, on ne vit pas bien, on vit mal. On a besoin de trouver une solution pour être heureux. Quand je parle d'être heureux en entreprise. L'entreprise, elle prend 80% de notre temps Merci. de vie.
carrément, Oui. surtout si on est entrepreneur. Donc, la question ne se pose même pas. Il faut trouver une solution. C'est comme quand on est malade, on a mal quelque part, il faut qu'on aille chez le médecin, Mhm. il faut qu'on sache ce que c'est d'abord, et puis qu'on le traite. C'est un mécanisme qui est scientifique. C'est la même chose par rapport à l'humain. Si on ne sort pas des sentiers battus et on reste dans la position où oui, j'ai mal Passif. et je reste comme ça, je reste passif, qu'est-ce Mhm. qui se passe? Ben, on reste à notre position. Alors le déclic chez moi, il était très simple. Je ne voulais plus avoir mal. Je voulais me sentir heureux. Parce que si je devais revenir à mon enfance, j'ai toujours été heureux et très expressif et je croquais la vie à plein dents. Bien évidemment, avec tous ces épisodes-là, je me suis retrouvé à être croqué par la vie Oui, et oui. être dans ma chaise et ne pas pouvoir bouger carrément. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est d'abord une étape qui était primordiale et importante, c'était de pouvoir prendre la décision, euh, et je reviens sur la lecture parce que c'est très important, de prendre cette décision d'acquérir le maximum, je dirais le maximum de knowledge, mais bien évidemment, c'est impossible de tout savoir et et on ne saura jamais, jamais tout. Mais ce qui est important, c'est que je me suis juste dit, plus de choses que je vais lire et que je vais comprendre vont me permettre de répondre à mes propres problématiques. Et c'est de là où est venu éventuellement 6 ans de lecture sur différents sujets, hein, surtout sur de la psychologie, sur de la Mhm. PNL, sur comment essayer de comprendre l'autre, d'avoir de l'empathie, etc., pour pouvoir gérer ces émotions-là et ce stress et cette pression. Et mine de rien, euh, les portes se sont ouvertes et j'ai eu la chance et le privilège d'exercer un métier qui est noble et qui me paraissait Alhamdoulilah. tellement magnifique, c'est d'être professeur universitaire. Donc j'ai été appelé, suite à une conférence que j'ai donnée, c'était parmi les premières conférences que j'ai données, j'ai été appelé par, par Toulouse Business School, l'école où j'ai éventuellement fait mes études. Donc 8 ans après, j'ai été appelé pour exercer ce C'est métier-là. beau, c'est noble. Et à la première seconde où j'ai franchi cette porte de classe, ma vie, elle a complètement changé. Parce que je n'étais plus dans le rôle de l'étudiant, je suis devenu dans le rôle du professeur. Et le professeur, il a un message, il a à véhiculer et surtout une mission. C'est de préparer ces jeunes-là à ce qui va arriver. Et Exactement. c'est du give back. Et Voilà, c'est ce que ça, j'allais te c'est dire. quelque chose qui est exceptionnel. Aujourd'hui, j'ai toujours la chance de donner des cours et à chaque fois, c'est le même sentiment. Et à chaque fois que je reçois des messages qui me réconfortent beaucoup, d'étudiants qui ont traversé leur passage et qui ont trouvé des jobs magnifiques, et il y a des étudiants qui ont complètement changé, ils ont fait des aventures, etc. Mais quand je reçois ces messages-là, je sens une renaissance en moi à chaque fois. Et après cette phase-là qui est magnifique, d'avoir l'opportunité d'exercer ce métier et que je redis qui est noble et qui est magnifique, j'ai éventuellement commencé à voler de mes propres ailes et créer ma première société qui est la Story Production. La story vient du mot storytelling et je veux juste faire un petit rebond à ma jeunesse quand j'étais à l'école en type mission ou autre. Quand je devais faire des présentations ou des expressions écrites, je me rappelle très bien de l'audience de la classe qui était excitée à m'attendre pour raconter ces histoires-là. Et ça ne vient pas que d'ici, ça vient aussi de ma grand-mère, Allah yarhamha, D'accord. qui me racontait des histoires, mais à en tomber debout. Et à chaque soir où elle me racontait ces histoires-là, mon imaginaire n'arrêtait pas d'explorer de nouvelles choses. Et parmi ces histoires-là, elle m'a raconté une histoire particulière. Après sa mort, après 10 ans, une chaîne nationale a sorti cette histoire-là. Donc finalement, le storytelling, c'est des histoires qui sont vraies, qui Bien sont sûr. racontées et qui portent des valeurs. Et c'est ce qui est important. Alors après avoir créé cette société, je me suis fait plaisir à raconter les histoires des sociétés. Et là, c'était la plus belle période, je dirais, de ma vie parce que finalement, j'ai fait ce que j'ai été destiné à faire, c'est de raconter des histoires d'entreprise en partant
de mon propre histoire, en partant de ma propre histoire, de mes propres enseignements. Et bien évidemment, après la story production, que puis-je te dire, Yacine, que de belles choses, Alhamdoulilah, alhamdoulilah. alhamdoulilah. T'es appelé et sollicité par des corporates pour pouvoir donner ces séances de storytelling et bien sûr des workshops très, très intéressants et importants qui permettent de raconter des histoires rapidement et de faire valoir et faire passer les messages importants sur les valeurs. Je reviens toujours sur Tout à le fait. mot valeur parce que c'est le Un mot point clé. le plus important. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, je suis aussi conférencier, je suis appelé par les universités pour donner ce même speech qui est magique à chaque fois. C'est la même histoire, mais qui est racontée de manière différente à chaque fois et qui crée cette magie que je vois dans le public. Tout à C'est fait. ce qui m'anime aujourd'hui. Ouais. Euh, Plusieurs personnes sont drivées par plusieurs choses. Je Je... m'apprêtais à te poser une question en fait, mais tu es en train d'y répondre indirectement. Dans la question où je t'ai posée dans l'intégration à l'action, je vois que tu étais passé par une pression qui était insoutenable, qui t'a poussé à l'écriture et à la transmission. Donc le give back pour toi et peut-être ton processus avec lequel tu en es ressorti, tu en es redevenu plus grand. Et peut-être est-ce que selon toi, on pourrait dire que la transformation et le code source, il se situe au point de bascule lorsque tu as changé, le give back a été pour toi la façon de t'en sortir avec la lecture. Parfaitement, parfaitement. J'adore ta question pour une seule raison, c'est qu'elle est technique, scientifique et humaine, surtout. Alors, pour répondre à ta question, effectivement, le give back a été l'élément déclencheur pour ma part, parce que je n'étais plus dans mon cercle, je suis devenu responsable Voilà, donc la responsabilité qui a d'autres pris le personnes. dessus. Tout à Exactement. fait, machallah. Exactement. Et le fait Exactement. tout simplement de pouvoir véhiculer transmettre des messages, des enseignements ou des remarques est quelque chose d'extrêmement important. On a tous eu besoin de quelqu'un à un certain âge pour nous donner ce genre de retour ou de feedback. Et prendre ce rôle aujourd'hui, pour moi, c'est l'atteinte carrément d'un Graal. C'est le fruit de beaucoup de vécu, mais c'est surtout, je dirais, là où se situe le vrai bonheur pour moi, en tout cas. Mhm. C'est de pouvoir véhiculer et aider un prochain à se sentir mieux. Alhamdoulilah, oui. C'est bien. Donc, Omar, ce que je disais, c'est par rapport à la connaissance de soi. Une fois que apprends à te connaître toi, dans ton périmètre intérieur, tu pourras mieux connaître l'autre, tu pourras mieux savoir ton mode de fonctionnement intérieur par rapport à la systémie qui est déjà en place. Et moi, j'ai vu une technique qui a été utilisée par pas mal de grands leaders et de grands patrons dirigeants de grosses boîtes. C'est que lorsqu'ils sont, avant d'arriver en conflit, lorsque la pression est en train de monter à son plus haut niveau. Ils appliquent juste une méthode qui s'appelle STOP. Elle porte son nom. Le STOP. Le S pour vraiment faire un arrêt, stop sur image. Un arrêt sur image et delay, tu retardes la réaction pour pas tomber dans l'impulsivité. Le T pour prendre le temps. Tu prends le temps d'observer. Tu prends le temps et tu delayes la réaction. Le O pour observer ce qui se passe en toi et mesurer les enjeux qui sont mis sur la table. Et le P pour la prise de décision. C'est là. C'est là que et de cette façon-là, ça t'évite de alimenter plus le conflit, que ça devienne identitaire, que ça devienne une bataille d'ego et qu'il y ait une escalade. Parce que ça y est, une fois qu'on est en plein dans, ça devient le feu et la violence appelle la violence. Et on prend souvent des mauvaises décisions. Tu as donné l'image tout à l'heure que au, un navire, nul navire n'a une bonne direction s'il ne connaît pas son port. Exactement. Bah, c'est pareil pour la colère. S'il y a de la colère intérieure, bah, aucun navire ne va vraiment mettre les voiles en pleine tempête. Automatiquement, ça nous permet de prendre du recul, ne pas donner de réaction sur le feu, à chaud, et, et mieux mesurer les impacts. Yacine, juste pour rebondir à ce que tu dis, et qui est un sujet extrêmement important, qui est l'impulsivité, qui est due à la pression des collaborateurs. Et j'aimerais bien rebondir aussi sur un proverbe marocain qui dit ما تشوف ما تسمعش الواد اسكتي الهرهوري. ودبر من ود ضروري. Exactement, et qui prend tout son sens. Déjà, je voudrais juste donner une petite clarté sur une information qui est très importante. Les personnes impulsives,
généralement, c'est des personnes qui sont de très bonnes personnes de l'intérieur. Alors, ils véhiculent ce caractère-là, mais au fond, leur fond est souvent excellent et souvent... Oui, 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 on ne remet pas en question le fond de la personne. Je veux dire, on parle souvent d'une bonne intention, mais ces personnes-là, malheureusement, elles n'ont pas vraiment maîtrisé le système de régulation de la pression et des émotions. Et automatiquement, les pauvres, ça tombe souvent sur des profils qui sont introvertis. Et c'est pour ça que, généralement, les profils introvertis sont la cible des formations en communication assertive pour leur permettre vraiment de reprendre la souveraineté intérieure, prendre la maîtrise. Je ne parle pas du contrôle parce que tu ne peux pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais Bien tu peux sûr, maîtriser ce qui se passe en toi de façon intérieure en posant seulement les mots sur qu'est-ce qui est en train de se jouer à l'intérieur. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Quelle émotion est en train de me traverser? Et ne pas se crisper, juste la laisser traverser. Tu la traverses complètement et tu te poses la question, qu'est-ce que cette émotion est venue m'apprendre sur moi? Le pourquoi? Et là, tu commences à traverser. Ces personnes-là, introverties, ont besoin juste d'être accompagnées pour qu'elles soient acceptées, qu'elles se sentent acceptées dans le système. C'est pas les personnes extraverties qui ont une facilité, une aisance à parler, à prendre la parole en public, à mieux se vendre, ben, automatiquement, par maladresse, elles vont juste empiéter sur ces profils-là qui sont introvertis. exactement. Et ces profils introvertis, lorsqu'ils sont acceptés, ils rentrent dans l'appartenance, à ce moment-là, elles se sentent acceptées et elles peuvent donner plus et elles se sentent aussi écoutées. Et Exactement. moi, j'aime bien une technique aussi qui est utilisée dans les boards, généralement par rapport au droit de parole. On donne souvent la parole aux juniors, parce que souvent, elles vont pas, sinon, ils ne vont pas du tout prendre la parole lors d'une grande réunion. Ben, ce sont les premiers à donner leurs preuves. Et toi, mon junior, quelle est ta situation? Quelle est ta lecture du problème? Quelles sont les solutions que tu proposes? Et petit à petit, on passe aux autres participants de la réunion. Ouais, Parfaitement, parfaitement, je suis d'accord avec toi, d'où le but et la nécessité d'avoir ce genre de formation et que ce soit quelque chose qui devienne répandu aujourd'hui au niveau des sociétés et des compagnies, des corporates, quelle que soit la taille de la société, ce genre de formation est extrêmement important pour pouvoir éventuellement faire sortir le meilleur de cette personne et surtout apaiser les tensions. On n'a pas besoin de plus de tensions. Regardez ce qui se passe autour de nous, autour du monde. On a besoin de se calmer, de faire notre passage avec la meilleure manière possible. Et tout simplement, c'est bénéfique pour la personne éventuellement, mais surtout pour la société, pour la corporate, pour qu'il y ait cette cohésion sociale et surtout qu'il y ait ce calme qui est générateur de bienveillance et d'amour de ce métier ou de ce travail-là. alhamdoulilah. Et voilà, donc si ce serait une conclusion pour moi au niveau de cette partie, je pense que c'est la partie la plus importante. Il faut qu'on commence à avoir un œil différent aujourd'hui et à comprendre que tout se passe par l'humain, non Exactement. pas par la société. Et si Exactement. on peut résoudre petit à petit les problèmes de chacun, la cohésion se fera de manière naturelle et automatique et tout sera au meilleur, Inch'Allah. Je te remercie, c'est Omar, pour ton intervention et surtout pour cette belle conclusion parce que, in fine, les plus grands problèmes ne sont pas des problèmes de technique ou de protocole ou de process, c'est des problèmes d'humains qui n'ont pas été écoutés, qui n'ont pas été compris et qui ont subi une pression tellement importante que ça a ramené des frustrations et où le système a saturé et ça a craqué. Donc, oui, n'attendons pas le point de rupture pour venir et soigner. Il vaudrait mieux prévenir que guérir. Soyons à l'écoute de ces schémas invisibles qui se répètent et donner de la place, remettre l'humain au cœur de l'équation Au tout cœur de simplement. l'équation. Je te rejoins parfaitement. J'ai toujours dit que la vie pour moi est comme un jeu et le jeu a des règles. Et en tant que joueur, il faut respecter ces règles. Yes. Et ça se calque directement sur le monde professionnel. Ben, il y a des règles à suivre, il y a Le des cadre, toujours. formations à suivre, il y a une élévation de soi qu'on pourrait se permettre. Je ne comprends pas pourquoi on ne pourrait pas se permettre d'aller de l'avant et proposer ce genre de formation quand on voit qu'il y a quand même pas mal de conflits qui nous entourent pour le bien de tous. Pour le Inch'Allah. bien de tous. Inch'Allah. Merci. Merci, c'est Omar, c'était un plaisir. C'est À le la plaisir est prochaine. partagé. Merci à toi et je te souhaite le meilleur, Yacine. Merci beaucoup, Omar. À bientôt. Tabarakallah alik.